Salam alaikum. Vous savez, nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Et donc, il est très difficile de parler de la situation d'un pays sans parler de la géostratégie mondiale qui l'entoure. Et donc, c'est pour ça que je vous propose ma contribution. D'abord, on va parler de la géostratégie mondiale nouvelle, comment elle a changé, qu'est-ce qu'elle est devenue. Ensuite, nous parlerons de la situation de l'Algérie. Et en troisième position, on va se poser la question, que faire, n'est-ce pas? Donc, quand on va parler de la géostratégie mondiale, elle a connu un changement fondamental en 2016. En 2016, vous savez, la Grande-Bretagne a annoncé son retrait de l'Union européenne, le fameux Brexit. Je voudrais juste vous rappeler que la Grande-Bretagne, c'est elle, par la bataille de Waterloo en 1814, qui avait cassé les autoritaristes et qui a amené la révolution industrielle par la Belgique et qui s'est propagée à toute l'Europe. Le fait qu'elle quitte l'Union européenne, c'est un affaiblissement pour l'Union européenne, c'est aussi un affaiblissement pour elle. Ajoutez à cela qu'arrive aux États-Unis un chef d'État qui dit « America First », l'isolationnisme. Je voudrais juste vous rappeler que lorsqu'il fallait créer les Nations Unies, on se posait la question où mettre le bureau des Nations Unies. Avant cela, tous les bureaux internationaux se faisaient en Suisse, parce que c'était le pays neutre, et donc on considérait que c'était bon d'aller dans ce pays. Or, on a dit non, il faut les mettre aux États-Unis pour ne pas permettre l'isolationnisme américain. Or, il se trouve que maintenant, malgré qu'il y ait les Nations Unies à New York, le chef de l'État américain a dit « America First », donc je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur. Or, il se trouve justement, au même moment, en 2016, deux pays, l'Inde et le Pakistan, sont entrés dans ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai contenait avant l'arrivée de l'Inde et du Pakistan la Russie et la Chine, et tous les pays du sud de l'ex-Union soviétique, les pays qui se terminent par Stan. Or, voyez un peu qu'est-ce qu'on va avoir comme mouvement aujourd'hui. Quatre grands pays, 4 puissances nucléaires, plus des 2/3 de la population mondiale, et la première économie mondiale, qui est la Chine, lorsqu'on calcule le revenu par le pouvoir d'achat. Donc, vous voyez que la Chine, par le coût, plutôt que par le dollar. Donc, nous voyons un affaiblissement à l'ouest et un renforcement à l'est. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez considérer que la Chine, avec la Russie et les deux autres pays, l'Inde et le Pakistan, sont en train de prendre de plus en plus de puissance mondiale. Ça, c'est le premier élément dans cette géostratégie mondiale. Le deuxième élément, c'est l'arrivée des oligarques. Vous savez que nous avons connu plusieurs périodes d'arrivée des oligarques. Il y avait les oligarques au XIXe siècle, c'était autour du roi, enfin, avec le passage du roi à la République. Ensuite, alors ces gens-là, les oligarques, apparaissent au moment d'un changement, à la suite d'une crise, mais ils n'assument pas le pouvoir, mais ils en contrôlent la prise de décision. Et c'est ça le plus grave, c'est-à-dire qu'ils vont s'accaparer des décisions stratégiques les plus importantes sans en assumer la responsabilité en cas de défaillance. Et nous avons donc connu les oligarques des grandes familles en Europe au XIXe siècle, les oligarques militaires en Amérique latine après la crise économique aux États-Unis qui a une conséquence directe sur les pays d'Amérique latine, et donc nous avons vu arriver les oligarques au pouvoir. Et ensuite, nous connaissons depuis quelque temps les oligarques de cette nouvelle génération, c'est-à-dire avec Trump, avec Eltsine, et maintenant même en Algérie on parle d'oligarques. Donc vous voyez un peu, donc il faut faire attention, le monde aussi est en train de subir la nouvelle puissance des oligarques. La troisième caractéristique, c'est qu'il va y avoir une compétition économique énorme pour dominer l'économie mondiale par 3 pays, l'Inde, la Chine et le Pakistan. La Chine construit sa puissance économique sur un coût de production bas, d'abord, et ensuite une demande nationale très importante. Imaginez que le revenu par habitant d'un Chinois, entre 2001 et 2014, s'est multiplié par 8.
Il est maintenant autour de 7500, enfin, il était autour de 7500. Si nous faisons l'hypothèse très acceptable qu'il ne se multipliera que par 4 dans les 10 prochaines années, ça veut dire qu'on va avoir un pays qui va avoir un revenu par habitant de 30 000 $ et qui va avoir plus de milliards de population. Imaginez la demande d'un pays qui a un revenu par habitant de 30 milliards et qui a plus d'un milliard, 30 millions, enfin, qu'est-ce que je raconte, qui a, qu'est-ce que je dis, 30 000, les chiffres. Imaginez un pays qui a un revenu par habitant de 30 000 $ et avec une population plus de milliards. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a comme demande? Or, la caractéristique de la Chine, c'est qu'elle répond à sa demande par sa production nationale. C'est loin d'être le cas chez nous, mais les Chinois, ils répondent à leur demande par une production nationale, en plus des exportations qu'ils font. Donc, c'est un pays qui va être extrêmement puissant et qui l'est déjà. Deuxième pays, c'est l'Inde. L'Inde a construit sa compétitivité sur la formation des meilleurs ingénieurs dans les TIC, dans les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, les meilleurs ingénieurs dans le monde entier, dans le domaine des TIC, viennent des universités de l'Inde. Les États-Unis, ils veulent construire leur puissance économique sur l'unification du mode de consommation et de loisirs à travers le monde sur le modèle américain. Ils veulent faire en sorte que les gens vont tous manger, s'habiller comme les Américains, fast food, etc., etc. Et vous êtes en train de voir comment ça va se passer. Donc ça aussi, c'est une autre caractéristique nouvelle dans la géostratégie mondiale. Ça veut dire que nous sommes en train d'assister à une nouvelle force économique qui va apparaître et qui est donc celle de la Chine. L'autre caractéristique, la quatrième, c'est la crise financière internationale. La crise financière internationale. Il faut garder à l'esprit que la technologie hardware, c'est-à-dire la technologie matérielle de la finance, c'est le transport des chiffres et des lettres. Monsieur Foulen Ben Foulen compte X, avoir X ou bien déficit Y. Donc, dans la finance, en termes de hardware, l'essentiel, c'est le transport des chiffres et des lettres. Or, avec la nouvelle technologie de l'information et des communications, il était tout à fait naturel que c'est la Chine, pardon, c'est le domaine des finances qui va être le premier récepteur de la nouvelle technologie. Or, il reçoit la technologie avec des institutions de contrôle qui sont de la technologie de l'industrie, c'est-à-dire les banques centrales et les banques. Or, au jour d'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et des communications, le secteur financier va aller directement sur les marchés financiers. Et donc, dans les marchés financiers, personne ne sait qui commande, qui fait quoi et qui fait quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette crise, qui est donc une crise qui est dans l'adaptation de la nouvelle gestion des finances par rapport à la nouvelle technologie qui est la technologie d'éthique. Ça, c'est un autre élément important dans la crise économique mondiale. Il y a ce qu'on appelle la glocalisation. On parle de la globalisation, mais on parle aussi de la glocalisation. Alors l'idée est la suivante. On dit que l'État-nation est arrivé avec la révolution industrielle. Maintenant que la révolution industrielle est en train de se dépasser par les nouvelles technologies de l'information et des communications, donc l'État-nation n'a plus sa place et on parle de réseaux avec de petits États. Par exemple, pour notre région, on nous propose le Grand Moyen-Orient, mais on va essayer de diviser les pays en petits États. Déjà, le Soudan est déjà divisé en deux, l'Irak, on essaie de le diviser en trois, la Syrie, la Libye, on veut les diviser en trois, et ça va être un peu comme ça. Donc, il faut faire très attention de ce concept de glocalisation. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans un réseau important. Le Grand Moyen-Orient commencera à Marrakech et s'est terminé en Afghanistan, avec Israël, avec la Turquie, avec le Pakistan, etc. Ça, c'est le réseau, mais à l'intérieur de petits pays qui seront plus facilement contrôlables et qui seront plus facilement mis sous contrôle. Ça, c'est donc la nouvelle donnée, c'est la glocalisation. Il y a aussi maintenant le village global. Le village global. Il faut bien considérer que l'absence de perspective pour la jeunesse
il y a une absence de perspective pour la jeunesse, en comparaison avec celle qui avait lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la jeunesse dans les pays développés, c'était les 30 glorieuses et c'était le plan Marshall, c'est-à-dire donc des perspectives de développement importantes. Pour la jeunesse dans les pays du Sud, c'était la lutte pour l'indépendance nationale et les perspectives de développement après l'indépendance nationale. Il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse n'a plus de perspectives sérieuses et donc on peut dire que c'est la capacité des réseaux sociaux qui va influencer les individus, les groupes d'individus, et particulièrement les jeunes, pour les pousser vers le communautarisme, on le voit assez souvent, les conflits et la violence. D'où, aussi bien dans les pays du Sud que ceux du Nord, on va connaître une situation d'incertitude qui pourrait même pousser vers l'instabilité. Ça, donc, en ce qui concerne les caractéristiques de la géostratégie mondiale. Maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans le déplacement du rapport de force dans le savoir. Et ça, c'est un élément très important, parce que jusqu'à maintenant, on a considéré que le savoir, c'était le monopole des pays de l'Ouest. Il se trouve que ça a changé de façon assez sérieuse. Par exemple, en intelligence artificielle, aujourd'hui la Chine est au même niveau que les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui en Chine, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de stockage de l'information. Parce qu'on a commencé par parler de l'intelligence humaine, c'est un cerveau qui contient beaucoup d'informations, et donc, alors que je suis en train de citer des phrases, votre cerveau va essayer de trouver tout ce qu'il y a à l'intérieur comme mots qui relèvent de la même phrase, et il va vous la faire comprendre. On a dit donc qu'il faut une grande capacité d'information artificielle. Il se trouve donc que la Chine est au même niveau que les États-Unis en intelligence artificielle et elle sera au même niveau, tenez-vous bien, en robotique en 2035. Et donc ça va changer complètement la donne. La Chine donc, va être une super puissance économique et qui sera, parce que jusqu'à maintenant on considère la Chine, elle a des coûts bas parce qu'elle a des travailleurs, elle a beaucoup de travailleurs et donc elle travaille avec des coûts bas. Demain, elle sera en puissance, mais aussi avec la robotique. On estime que 60% des cadres post-gradués qui travailleront dans les STEM, sciences, technologies, informatique et mathématiques, dans tous les pays du G20 viendront de Chine et de l'Inde. 60% de ces cadres en post-graduation donc viendront de la Chine et de l'Inde en 2035. Les diplômés en post-graduation entre 2013 et 2030 passeront de 17% à 27% en Chine, de 14% à 23% en Inde et de 14% à 8% aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en 2030, nous allons avoir le taux de scolarisation en post-graduation 27% en Chine, 23% en Inde et 8% aux États-Unis. Ça, c'est en pourcentage. Lorsque vous le rappelez à la base de calcul dans qui est la population, vous voyez quelle différence il va y avoir dans le savoir entre la Chine, par exemple, ou les États-Unis. En Chine, 20% de la population en âge de post-graduation sera post-graduée en 2020. 20% de la population en âge de post-graduation, c'est-à-dire entre 25 et 34 ans, seront post-gradués en Chine. En Inde, 50% de la population en âge d'aller à l'université seront à l'université en 2030. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ils forment déjà les meilleurs ingénieurs en TIC. Ça, c'est donc le déplacement du rapport de force dans le savoir. Il y a maintenant l'accélération du développement du savoir. Le capital scientifique mondial double tous les 2 ans. Ça veut dire tout ce que l'humanité a accumulé comme capital scientifique depuis l'arrivée de l'être humain sur Terre jusqu'à 2016, elle va accumuler son équivalent entre 2017 et 2018. Donc il y a une très très forte accélération de l'accumulation du capital parce que la science est en train de maîtriser la nanotechnologie, c'est-à-dire la technologie des composantes qui sont du milliard sur le mètre, qui ne sont visibles qu'au microscope, et encore un bon microscope.
il y a aussi la démocratisation de l'accès au savoir. Donc, il faudrait garder à l'esprit que chaque professeur à l'université de Bidjaya ou à toute autre université a un accès direct aux cours. Il s'appelle les MOOCs, Massive Open Online Courses. Donc, vous mettez MOOC et vous allez vous trouver là. Ce sont les cours des meilleurs professeurs et des plus grandes universités qui sont disponibles sur la toile. Gratuitement, bien sûr, puisqu'ils sont disponibles sur la toile. Et il y a aujourd'hui beaucoup de gens de bienfaisance qui sont en train de lancer les académies de savoir gratuitement, c'est-à-dire où les gens. Et il y a aujourd'hui aussi le MIT. Je pense que tous, quand on dit MIT, vous pensez Massachusetts Institute of Technology, le MIT du côté de Harvard, du côté à Boston. Eh bien, aujourd'hui, il y a au Mexique le MIT, Monterey Institute of Technology, qui forme des ingénieurs avec des diplômes reconnus mondialement et qui n'ont jamais connu le mur de l'université qui les a formés. Tout se passe en ligne directement. Donc vous voyez, même le savoir est en train de se développer de façon extraordinaire et il ne faut pas être en arrière. Il y a ce qu'on appelle aussi les big data aujourd'hui. Imaginez, les big data, c'est la capacité de stockage des données. Imaginez que l'unité de mesure, c'est 10 puissance 21. L'unité de mesure est 10 puissance 21. Vous voyez un peu ce qu'on a aujourd'hui comme capacité de stockage des données disponibles lorsque on est bien sûr en charge. Et j'ai dit que les deux plus grands ordinateurs dans la capacité de stockage sont chinois aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle la convergence NB&C, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Nanotechnologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les éléments qui sont des milliardièmes sur le mètre. Biotechnologie, comment fonctionne la cellule. Et informatique, comment compacter une puissance de calcul dans une dimension infinitésimale. On ne peut même pas le penser. Et pourtant, il y a des gens, le programme NB&C a commencé au milieu des années 90 avec pour objectif d'arriver à une solution en 2050. Et donc, I, c'est l'informatique, comment compacter une puissance de calcul dans une cellule. Et C, c'est sciences cognitives, comment fonctionnent les cellules de la matière grise. Et donc, lorsqu'il y a convergence, ça veut dire qu'on sera capable de réaliser des cellules artificielles intelligentes qui seront intégrées au cerveau. Et vous aurez aussi les moyens que le cerveau peut se reposer. Et c'est les cellules artificielles qui travailleront pendant ce repos. Donc, il y a un changement extraordinaire dans le savoir. Il y a aussi maintenant ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. On a connu la première révolution industrielle au XVIIIe siècle autour du charbon et de la vapeur. La deuxième révolution industrielle au XIXe siècle autour de l'électricité. La troisième révolution industrielle au XXe siècle autour de l'ordinateur et la numérisation. Et là, nous sommes dans la 4e révolution industrielle. 4e révolution industrielle, c'est-à-dire du XXe siècle, c'est-à-dire que là, nous avons l'intelligence artificielle, la robotique, la voiture sans conducteur. Avec les voitures sans conducteur, il n'y aura aucun accident entre deux voitures. Aucun, parce qu'ils seront toutes numérisées. Et donc, quand ils arrivent à un carrefour, chaque voiture a l'information exacte sur l'autre. Et comme c'est automatique, ce n'est pas quelqu'un qui la conduit, elle va prendre le chemin qui ne lui ferait pas d'accident. Il y a aussi les drones. Donc, ces petits avions qui permettent d'avoir des contrôles sur un espace. Il y a l'imprimante laser à 3 dimensions, c'est-à-dire que l'idée c'est maintenant, comme vous avez tous un téléphone portable, vous allez avoir demain une imprimante laser à 3 dimensions à votre disposition, qui vous permettrait donc de faire pas mal de choses, entre autres, faire en sorte que l'espérance de vie en 2050 sera de 2 siècles. C'est-à-dire les gens qui naîtront dans les pays développés aujourd'hui en 2050 vivront 2 siècles. Il y a bien sûr la démocratisation de l'accès au savoir. Il faut noter donc que l'Algérie n'a pas pu bénéficier des 3 révolutions industrielles. Il ne faudrait absolument pas
qu'elle rate la 4e révolution industrielle. Nous avons vu, avec l'expérience de la Chine, que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Si on s'était retrouvé ici en 1980 et on avait parlé de la Chine comme étant le premier dans le savoir, vous allez dire qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce monsieur-là. Aujourd'hui, vous voyez, ils y sont. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a démocratisation de l'accès au savoir, il y a possibilité d'aller dans la 4e révolution industrielle pour peu que vous ayez bien sûr les compétences nécessaires pour y aller. Et ceci m'amène donc à la première conclusion de cette première partie, donc pour vous dire ceci. Si on veut profiter des opportunités et faire face aux menaces à cette nouvelle technologie, il faudrait changer les responsables dans la gouvernance des États. Il faudrait avoir des responsables qui sont capables d'innover, qui sont capables d'inventer de nouvelles stratégies et qui sont capables de promouvoir de nouvelles politiques en phase, d'abord avec le nouveau rapport de force dans la géostratégie mondiale et aussi avec les menaces et les opportunités du progrès technologique. Voilà donc, si vous voulez, pour cette première partie. Maintenant, on va essayer de parler de la situation en Algérie et je vous ferai assez rapidement une image du pouvoir et de ses conséquences sur les institutions et après l'économie. La caractéristique du pouvoir aujourd'hui en Algérie est de 3 niveaux. Le premier, c'est l'autoritarisme. Autoritarisme, vous êtes avec moi en applaudissant, sinon je vous considère contre moi et je mobilise tous mes moyens pour vous faire taire. Et lorsque vous êtes avec l'autoritarisme, ça veut dire que la haute hiérarchie de l'État n'a pas d'informations correctes sur la situation du pays, puisqu'elle n'écoute que ceux qui viennent l'applaudir. La deuxième caractéristique du pouvoir en Algérie, c'est de ce qu'on appelle le patrimonialisme, qui vient donc de patrimoine. C'est-à-dire que vous avez là une gouvernance, vous avez un chef qui est entouré de cercles de courtisans qui se font la guéguerre pour plaire au chef afin de bénéficier de ses gratifications, mais qui considèrent la société comme une société arriérée non apte à la politique. Alors il se creuse un gap énorme entre gouvernants et gouvernés. La troisième caractéristique du pouvoir, c'est le paternalisme. Le chef, il dit, moi je suis le père du peuple. Et donc ma relation avec mon peuple, dont je suis le père, doit être directe. Et alors, toute institution intermédiaire, qu'il s'agisse du gouvernement, du Parlement ou des administrations, plus elles sont faibles, mieux est ma relation avec mon peuple. Et donc, lorsque vous avez ces 3 caractéristiques dans un pouvoir, ajoutez à cela la rente et la prédation dans l'utilisation de la rente, vous arrivez à ce qu'on appelle un état déliquescent. Et un état déliquescent se définit par 5 critères. Je vais vous proposer les critères et je vous laisse conclure s'il s'applique à l'État algérien ou pas. Le premier critère, c'est l'institutionnalisation de l'ignorance et de l'inertie. Moins vous avez de savoir scientifique, moins vous êtes capable d'engagement, plus vous avez de chances de monter dans la haute hiérarchie de l'État. Le deuxième critère, c'est le culte de la personnalité. Le troisième critère, c'est l'institutionnalisation de la corruption. La corruption dépasse le niveau d'un comportement, elle devient institutionnalisée, elle devient une institution. Ce qui fait que vous ne pouvez pas lutter contre la corruption si vous ne changez pas l'institution. De la nécessité de changer tout le système de gouvernance si on veut en venir à bout de la corruption, parce qu'elle s'est institutionnalisée. Le quatrième critère, c'est un nombre très restreint d'individus qui prennent les décisions stratégiques à la place des institutions habilitées. Lorsqu'il y a des institutions habilitées qui prennent les décisions, il y a quand même une préparation, il y a le pour, il y a le contre, et ils laissent au chef décider selon le pour et le contre. Mais lorsque ces individus qui prennent la décision, ils prennent le téléphone, ils disent faites ceci, faites cela, et donc sans aucune étude, et donc bien sûr sans bon résultat. Le cinquième critère, c'est l'émiettement d'épaule au sommet de la hiérarchie de l'État. C'est-à-dire vous n'avez pas un chef dominant, vous avez des petits chefs, chacun dans une partie du pouvoir, et donc il n'y a pas un consensus autour de l'avancement du pays. Et c'est ça les 5 critères d'un État déliquescent, et donc je crois que vous allez tous comprendre
il s'agit bien de l'État algérien dans cette situation. Voilà donc un peu les caractéristiques du pouvoir et ses conséquences sur l'État algérien. Donc, il a amené l'État à la déliquescence. Maintenant, on va essayer de regarder l'économie. L'économie algérienne, il faut bien le noter, elle est vulnérable. Vous avez 15% de la population qui vivent sur 85% des territoires. Et vous avez bien sûr 85% de la population qui vivent sur 15% de territoire. Donc, il y a une mauvaise distribution de la population à travers le territoire. Ça, c'est le premier élément qui compte. Nous sommes aussi, la surface agricole utile ne représente que 3% du territoire. Donc, quand on parle des capacités de production agricole, il faut garder ça à l'esprit. Nous sommes en pénurie absolue d'eau, parce que lorsqu'on regarde la situation de l'eau dans un pays, on regarde la capacité de mobilisation annuelle par habitant. La norme, c'est 1000. À 1500, vous êtes dans l'aisance et la disponibilité de l'eau. À 500 mètres cubes, je parle des mètres cubes, 1000 mètres cubes, 500 mètres cubes et 1500 mètres cubes. À 500 mètres cubes, vous êtes dans la pénurie. Entre 1000 et 500, vous êtes dans la pénurie. Au-dessous de 500, vous êtes dans la pénurie absolue. Or, quel est le chiffre de l'Algérie? Le chiffre de l'Algérie, c'est 470. Donc, nous sommes, contrairement à tout ce qu'on peut raconter, nous sommes mondialement, lorsqu'on compare avec tous les autres pays, nous sommes en pénurie absolue d'eau. Ça, ce sont les caractéristiques de vulnérabilité de l'économie algérienne. L'économie algérienne est aussi volatile. Imaginez que la facture d'importation est passée de 12 milliards de dollars en 2001 à 68 milliards de dollars en 2014, auquel il faut ajouter 8 milliards de transferts de bénéfices des sociétés étrangères et vous arrivez donc à une facture d'importation totale en 2014 de 76 milliards de dollars. Donc très forte dépendance de l'extérieur. Le prix d'équilibre du baril de pétrole pour équilibrer le budget. Quel est le prix qui est nécessaire pour équilibrer le budget? En 2005, c'était 34 dollars. Avec 34 dollars le baril, on était capable d'équilibrer le budget. En 2011, c'est passé à 115 dollars. En 2011, il fallait 115 dollars pour avoir un budget équilibré. Le budget de fonctionnement a augmenté de 47% entre 2010 et 2011. Nous avons vécu une aisance financière, mais avec la mauvaise gouvernance, nous nous trouvons dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui, puisque le volume des exportations d'hydrocarbures a baissé de 25,6% entre 2006 et 2011. Nous sommes, il faut bien noter que nous sommes en baisse de production des hydrocarbures depuis 2006. Ajoutez à cela l'augmentation de la demande nationale en énergie et vous voyez dans quelle situation on se trouve. La production de gaz à Hassermal a baissé de 27%, moins 27% entre 2008 et 2012. Les recettes d'exportation d'hydrocarbures sont tombées de 63 milliards de dollars en 2013 à 27 milliards de dollars en 2016, de 63 à 27. Et ils ne dépasseront pas en moyenne annuelle les 30 milliards de dollars sur les 10 ou 15 prochaines années. Donc nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile parce que nous sommes en déficit de la balance commerciale. En 1990, nous avions un problème avec la balance des capitaux, c'est-à-dire nous avions une dette, et c'est une dette qui avait une maturité courte, donc il fallait payer la dette tous les 3 ans, et c'était difficile. Or, en 90, 91, 92 et après, il y avait les instruments nécessaires pour alléger le poids de la dette, c'était le rééchelonnement de la dette. Donc nous sommes passés d'une dette payable en 3 ans en une dette payable en 16 ans avec 4 années de grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes en déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire quand vous allez acheter le blé ou le sucre ou l'huile, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va vous prêter l'argent pour l'acheter. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, rassurez-vous, on parle beaucoup du recours au FMI, on n'aura pas de recours au FMI parce que le FMI n'intervient pas à la balance commerciale. Donc, gardez à l'esprit que nous allons être dans une situation difficile. Comment on a fait pour cela?
on a ponctionné sur les réserves de change, puisqu'on a un stock de réserves de change. En 2015, on a ponctionné 34 milliards de dollars et on va être à peu près sur cette tendance, ce qui fait qu'en 2021 ou 2020, nous n'aurons pas de réserves de change et nos recettes d'exportation ne couvriront pas nos besoins d'importation. Et alors, nous importons 75% des calories que nous consommons, ce qui fait qu'on va être en pénurie de produits sur le marché. Ça, c'est une situation extrêmement difficile. Moi, juste pour la remarque, en 2011, j'avais annoncé que le pays allait être en pénurie de moyens de financement en 2017. Et en disant qu'il faut un changement de tout le système de gouvernance pour trouver la solution. À l'époque, les tenants du pouvoir ont dit que j'étais en train de faire peur à la population et que la situation est très bonne et qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on y est. Avec la difficulté supplémentaire, c'est qu'on va être en pénurie de produits, pas seulement en argent. Parce qu'avec l'argent, on peut toujours se débrouiller pour financer par la monnaie. Mais là, les devises, on ne peut pas les fabriquer et donc on va être en situation difficile. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Il faut bien noter qu'il y a une nécessité et une urgence de changer tout le système de gouvernance. Il faut bien comprendre que le système de gouvernance qui a amené le pays dans une situation avec une aisance financière exceptionnelle, avec des ressources naturelles importantes, ce n'est pas ce même modèle de gouvernance qui va pouvoir régler la crise du pays. Donc il faut absolument, en urgence et en nécessité, changer tout le système de gouvernance. Imaginons la situation d'un véhicule qui dérape à un endroit donné. On peut penser que le chauffeur conduit mal, on peut penser que la voiture n'était pas bonne, mais si toutes les voitures qui passent à cet endroit dérapent, qu'est-ce qu'on veut penser? C'est la route qui est mauvaise. Donc il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation où c'est la route qui est mauvaise. Ce n'est ni le chauffeur, ni la voiture qui sont bons conducteurs ou mauvais conducteurs. Donc il faut absolument un changement de système de gouvernance. Il y a deux questions qui s'imposent, bien sûr, lorsque vous parlez de changement. D'abord, quel système de gouvernance et comment y arriver? Alors, le système de gouvernance recherché est celui où la grandeur des individus s'amenuise en face des institutions. Il faut que les gens s'effacent face à l'institution. Tous les pays développés sont des pays où il y a une importance primordiale à l'institution. S'il n'y a pas une importance primordiale à l'institution et que l'importance est donnée aux personnes, ça ne peut pas mener très loin. Donc ça, c'est le premier élément. Il faudrait que la grandeur des individus s'amenuise face aux institutions. La deuxième condition, il faut que le zaïmisme, comme on l'appelle aujourd'hui, se plie face au génie des compétences nationales et à la sueur des bâtisseurs. Donc il faut effacer de la face le zaïmisme, le fakhamatuhu, et donner la place au génie des compétences nationales et à la sueur des bâtisseurs. Troisième élément, les gouvernements doivent s'effacer devant la grandeur de la patrie. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est le chef qui compte. On ne parle pas de patrie, on parle du chef toujours. C'est cette gouvernance à laquelle appelle le peuple dont a besoin l'Algérie. Comment y arriver? Il faut d'abord convaincre le peuple que le changement est possible dans la non-violence grâce à une large mobilisation. Cette large mobilisation peut se réaliser par un programme de communication qui s'appuie sur, une force motrice, à savoir un discours politique mobilisateur construit sur les propositions suivantes. Construire l'Algérie du XXIe siècle, lutter contre les maux sociaux. Deuxièmement, il doit s'appuyer d'abord sur une force motrice, maintenant sur une vision, à savoir des orientations claires pour un progrès durable qui réunit la dynamique économique, la justice sociale, la raison écologique
et la préservation des ressources naturelles. Troisièmement, c'est la règle de la feuille de route, à savoir des mandats d'action dont on peut mesurer la mise en œuvre grâce à un système effectif d'imputabilité. Il faudrait que chaque responsable ait ses missions bien écrites, le système de contrôle de la réalisation de ces missions bien défini, c'est ce qu'on appelle l'imputabilité. On peut imputer à chacun ses résultats et ses défaillances. Et un système qui n'a pas de récompense et de punition, un système n'arrivera jamais à un bon résultat. Quel que soit le système, qu'il s'agisse de la gestion d'une épicerie, d'une université ou d'un pays, il faut qu'il y ait toujours un système de récompense et punition pour que ceux qui réussissent et qui donnent les résultats soient récompensés et ceux qui apportent des problèmes soient punis, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas une question de dictature ou quoi que ce soit, c'est un système de gestion de la gouvernance. En fait, le quatrième élément, c'est la démilitarisation de l'esprit. Malheureusement, aujourd'hui, on a un esprit très militarisé. Dès que vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va faire l'armée? Donc, il faut démilitariser les esprits si on veut s'en sortir. Il faut dire que c'est à nous, peuple, de décider de ce que nous voulons et à nous de mettre en œuvre les décisions nécessaires à notre développement. Voilà un peu. Ce sont donc ces dimensions politiques qui pourraient accomplir la sauvegarde de la patrie dans le cadre de la mobilisation réussie que nous vivons depuis le 22 février 2019. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu présenter comme introduction au débat. Et bien sûr, je suis disposé à répondre aux questions des... Merci.